Bonjour et bienvenue dans Future of Work. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Lamry. Jérémy est le fondateur du Lab RH et de Tomorrow Theory, mais il est également l'auteur de nombreux livres. Bonjour Jérémy. Bonjour Julienne. Comment est-ce que tu vas? Très bien, je te remercie. Et toi? Je vais très bien et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ce que tu fais aujourd'hui dans tes activités, notamment avec Tomorrow Theory? Alors Tomorrow Theory, c'est un studio d'innovation RH qu'on a fondé à plusieurs il y a 3 ans maintenant, avec un objectif assez clair. Il y a tout un tas de transformations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail et c'est très dur pour les dirigeants et les RH de les comprendre, ces transformations. On a des transformations technologiques comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la blockchain, qui viennent de manière plus ou moins frontale percuter tous les processus au sein de l'entreprise. Et à côté de ça, des transformations qui sont plus sociétales, comme les sujets de santé mentale, d'intergénérationnel, d'éthique, de soft skills pour l'adaptabilité. Et tous ces enjeux-là, en fait, doivent faire partie de la manière dont on recrute, dont on forme et dont on fidélise les collaborateurs. Et pour beaucoup de RH et de dirigeants, c'est obscur tout ça et ils ont du mal à comprendre comment tout ça se connecte et comment ça s'intègre dans les outils, dans les processus, dans la culture. Et donc, comment est-ce que vous les accompagnez, vous, concrètement? On a 3 leviers. Donc, il y a un premier niveau qui est comprendre les sujets. Donc là, ça va être des conférences, des workshops, des séminaires. Prendre en main les sujets, découvrir. Ça, c'est la base. Donc, comprendre les enjeux. Il y a une deuxième phase qui est plutôt une phase de stratégie. Par exemple, des études de transformation des métiers, des rapports de tendance. Tout ce qui va en fait être de l'expertise appliquée au sujet de l'entreprise. Et le troisième, ça va être plutôt du prototypage et de l'ingénierie, refondre des processus. Par exemple, ça veut dire quoi recruter à l'ère de l'intelligence artificielle? Par exemple, si demain on doit recruter dans la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça change par rapport au monde physique? C'est comprendre un peu tous les facteurs et toutes les conditions qui vont modifier la manière de faire les choses. Et donc on va développer à la fois des processus pour ça, mais aussi des outils parfois pour tester ces nouveaux usages. Et du coup, c'est à chaque fois personnalisé en fonction de l'entreprise? Voilà, c'est le principe du studio. Donc nous, on a un studio d'innovation RH, là où un cabinet de conseil va appliquer des méthodologies sur des organisations, des typologies, des secteurs. Nous, on est vraiment à chaque fois à la carte, c'est-à-dire qu'avec en tant que studio, on est une petite équipe, on marche un peu en commando et on arrive vers les clients à partir de leurs besoins. C'est pour ça que notre spécificité, c'est qu'on n'a pas de commerciaux. Et la manière dont on fonctionne, c'est qu'on rayonne sur nos expertises et nos sujets, et les gens qui ont besoin de nous viennent nous trouver. Et comment t'en es venu, toi, à lancer cette activité et à travailler sur tous ces sujets? Il y a 2 volets. Le premier volet, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la sphère, dans les sujets RH, dans la tech RH. J'ai monté une boîte de logiciels en 2012 qui s'appelait Monkey oui. sur le sujet de recrutement affinitaire. J'ai créé le Lab RH et ça m'a fait vraiment m'attacher à la fonction RH où je me suis dit c'est une fonction où il y a énormément de choses à faire, je comprends leurs enjeux et c'est une fonction qui est sous-financée, sous-staffée, bref, qui a beaucoup de sujets et j'ai envie de contribuer à pouvoir aider cette fonction, à l'assister au mieux. Et d'un autre côté, quand tout va bien, c'est normal et où quand ça va pas bien, on vient secouer le cocotier. Exactement, il faut toujours une vision et une foi forte du dirigeant pour que la fonction RH puisse faire bien son travail. Et d'un autre côté, en fait, dans ces activités que j'ai développées, notamment Monkey à l'époque, chaque fois que j'allais m'intéresser à un autre sujet que le sujet précis du logiciel qu'on développait, c'était ce qu'on appelle un défocus. C'est-à-dire que ça ne servait pas à l'intérêt de l'entreprise. Sauf que moi, j'adore explorer et connecter les sujets. Et donc, il m'a fallu pas mal d'années pour comprendre le modèle économique que je pouvais mettre derrière l'idée d'aller explorer plein de sujets, de les relier entre eux et que les clients achèteraient. Ok, et donc comment est-ce que tu as monté Tomorrow Theory? Comment est venue l'idée et la constitution de l'équipe? Des rencontres. Je travaillais avec une personne qui est mon opposé en termes de construction. Elle n'est pas du tout dans la vision à raisonner à des années. Elle, ce qui l'intéresse, c'est comment les choses marchent aujourd'hui et pourquoi. Elle venait de l'audit. Et à côté de ça, j'ai rencontré une personne qui adore explorer les nouvelles technologies et essayer de faire des choses qui n'existent pas encore. Et donc, c'était en rencontrant ces personnes-là et puis en apprenant à travailler avec eux sur d'autres sujets, cette idée de Tomorrow Theory, elle est assez devenue évidente parce que c'était comme cette idée un peu de commando qui chacun a des compétences spécialisées. Et d'avoir cette complémentarité qui fait votre force aujourd'hui. Exactement. Et quel est dans ce que vous avez pu déjà gérer là en accompagnant des entreprises, le sujet ou
le défi qui a été le plus important, sur lequel ça vous a demandé vraiment beaucoup de travail ou de précision ou de personnalisation? Il y a 3 types de sujets sur lesquels on intervient beaucoup et où quand les entreprises sont prêtes à aller plus loin que la phase d'acculturation, de sensibilisation, c'est toujours un cas très compliqué. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dès qu'on a fini de faire des ateliers pour préparer à comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on prompte tout ça, il s'agit en fait de commencer à regarder comment on met de l'intelligence artificielle dans les processus et comment on le fait bien. Là, c'est toujours un enfer. Parce qu'en RH, en fait, en technologie, tout part de la data. Et en RH, en fait, on a très peu de bonnes data de qualité. Et donc, c'est à chaque fois un enfer parce qu'on se rend compte en fait, qu'on vient pour un petit truc et il faut changer toute la maison. Le sujet de l'intergénérationnel, c'est aussi un très gros sujet parce que c'est souvent un sujet qui est géré. Donc le sujet de la collaboration intergénérationnelle, comment on fait travailler des personnes de tous âges ensemble. Et pendant très longtemps, ça a été abordé avec, tiens, d'un côté, on va faire des campagnes pour recruter la Gen Z. D'un autre côté, on va faire une campagne pour redynamiser les seniors. Le vrai sujet, c'est pas ça, c'est comment tout le monde travaille ensemble. Et donc, quand on arrive dans des entreprises qui nous disent « j'ai des problèmes d'intergénérationnel », nous, on sait toujours qu'elles n'ont pas que ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que l'intergénérationnel, c'est un sujet de diversité et d'inclusion. Ouais. Et en général, quand on a des problèmes d'intergénérationnel, on n'a pas que ces problèmes-là. Mais quand on n'a pas de problème de diversité et d'inclusion, on n'a pas de problème d'intergénérationnel. Ouais. Et donc, c'est toujours pareil, on entre par ce petit bout-là et c'est toujours beaucoup plus que ça qu'il faut aller travailler. D'accord. Donc, à la fois l'impact de l'IA et toutes les nouvelles technologies et l'intergénérationnel qui sont des sujets. Nous, notre enjeu, ça va être toujours de permettre de comprendre aux dirigeants, aux RH qui viennent nous chercher, que ce qu'ils veulent qu'on règle comme problème est la conséquence d'autre chose qu'il faut régler avant. Ouais. Et toi, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te réveilles et que tu as le smile à aller travailler? Y a déjà le fait d'avoir la conviction que je contribue à rendre un service qui permet en fait un monde du travail plus inclusif. Ça, c'est un petit peu la personne que je veux être. Je veux contribuer à un monde où chaque personne a la chance d'agir par soi pour soi, ce qu'on appelle l'agentivité, où chaque personne en fait peut se développer. Je pense que le travail est un facteur incroyable pour y arriver, et que ce soit par le recrutement, c'est comme ça qu'on entre dans les boîtes quand même, par la formation, par la mobilité, c'est des facteurs de réalisation. Et donc il faut accompagner la fonction RH à le faire le mieux possible. Et le deuxième, c'est que j'adore apprendre. Et donc là, en étant dans cette activité où on est très bon quand on fait beaucoup de veille et qu'on se challenge au quotidien, je m'épanouis beaucoup. C'est ce que tu aimes. Et tu as écrit un livre, ton dernier livre, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, qui s'appelle 2040, 5 futurs possibles et comment s'y préparer. Donc tu parles de 5 scénarios possibles qu'on pourrait imaginer pour le futur d'ici 2040. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors déjà, quand souvent des gens voient des ouvrages prospectifs, ils se disent « Ah, la boule de cristal, oh, la soupe, oh, le truc comme ça ». Et cet ouvrage, moi, je fais partie des personnes qui, quand on voit des ouvrages prospectifs, considèrent que c'est plutôt de la science-fiction. Et donc là, j'ai voulu écrire un ouvrage qui allait permettre de comprendre le sujet différemment. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en tant que réserviste au sein de l'armée. Et ces dernières années, on a travaillé notamment sur le sujet des scénarios pour le futur. Oui. À quoi pourrait ressembler la France en 2040, notamment? Quels seront les ennemis de la France en 2040? Ça voudra dire quoi travailler en 2040? Quels sont les problèmes qu'il faudra résoudre en 2040? On n'a pas de boule de cristal, mais ça n'empêche pas de réfléchir et de faire des scénarios. On a bâti plus de 1200 scénarios différents pour essayer en fait d'émettre des hypothèses. Et dans les hypothèses, et moi c'est ça qui m'intéresse, il y a les hypothèses déterministes et les hypothèses probabilistes. Hypothèse déterministe, le soleil va se lever demain. C'est une évidence. C'est une évidence. Et en fait, quand on regarde, il y a pas mal d'hypothèses qui sont relativement déterministes, qui passent de probabilistes à déterministes. Donc par exemple, les effets dans notre écosystème du dérèglement climatique vont se faire ressentir de plus en plus. C'est une hypothèse déterministe. Le probabilisme vient du fait qu'on ne sait pas exactement dans quelle proportion. Et là, on peut commencer à faire des scénarios, comme fait le GIEC par exemple. Oui. Et donc, en fait, quand on commence à mettre une vraie méthode, on comprend
un petit peu comment peut se dessiner les contours du paysage. Ça ne nous donne pas toutes les pistes, mais ça nous permet de dire, bon ben, en fait, selon comment les hypothèses probabilistes réagissent, ça peut donner plutôt ce genre de truc-là ou plutôt ce genre de truc-là. C'est comme ça qu'on a imaginé 5 grandes familles de scénarios. Donc ces 5 grandes familles de scénarios, elles recoupent en tout 1200 scénarios. Donc ce n'est pas juste 5 idées. Pas juste du coup, tu les as regroupées en 5 familles. Voilà, 5 familles en se disant, en fait, par exemple, la première famille, c'est l'effondrement. On a certaines hypothèses qui aujourd'hui sont des simples hypothèses probabilistes qui, si elles se produisent, peuvent mener l'effondrement de notre économie au niveau national, au niveau international, voire au niveau mondial. Et donc, en fait, ça, on est obligé de les explorer pour comprendre. Et quand je dis des hypothèses, ça peut être de l'astéroïde qui frappe la Terre jusqu'à un ensemble de guerres civiles coordonnées. Donc, il y a tout un tas de sujets comme ça, et ça, on est obligé de les explorer pour comprendre. Et puis, en fait se dire aussi, quels sont les facteurs qui déclencheraient ça. Par exemple, ces histoires de guerre civile. Travaillons sur ces facteurs. Ça fait partie des enjeux. Et du coup, à travailler ou en tout cas à réfléchir sur le aujourd'hui et l'impact que ça pourrait avoir demain en imaginant ce scénario-là. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui disent « mais on ne connaît pas le futur, ça ne sert à rien de travailler dessus ». Je pense que c'est une très mauvaise idée de penser comme ça, parce que si on pensait comme ça, on n'aurait pas le TGV, on n'aurait pas l'électricité, il y a tout un tas de choses qu'on n'aurait pas. Il y a énormément d'éléments dans notre société qui impliquent une planification de long terme et qui impliquent une anticipation. Et en fait, c'est dommage de laisser cette planification et cette anticipation aux GAFAM, aux Big Tech, qui, eux, pensent à l'avance, alors que nous, en tant que citoyens, on a toujours l'impression de débarquer après la bataille. Oui. Quand en 2018-2019, beaucoup de gens manifestaient contre la 5G, ces gens n'avaient pas compris que les papiers de la 5G étaient rédigés depuis 2008. Aujourd'hui, sur Google Scholar, on trouve les papiers qui expliquent comment la 6G va être mise en œuvre dans quelques années. Et donc, en fait, tout ça se prépare à l'avance. Et donc, en fait, je pense que l'engagement citoyen de 2025, c'est aussi s'affirmer très fort sur le monde qu'on a envie de voir advenir en 2040 et commencer à s'intéresser aux conditions pour le rendre possible. Donc, premier scénario possible, l'effondrement. Quels sont les 4 autres? Deuxième scénario, deuxième grande famille de scénarios, c'est tout ce qui va toucher à la dystopie. Imaginez demain, on parle de tout un tas d'hypothèses qui convergent. Par exemple, à cause de l'intelligence artificielle, chômage massif. Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer, c'est une hypothèse. Donc chômage massif, et à côté de ça, un Elon Musk qui dit « mais vous savez, moi, grâce à ma puce que je mets dans le cerveau des gens, je peux les rendre super intelligents et donc ils seront super compétitifs ». Et d'un coup, paf, il y a tout un tas de dirigeants dans le monde qui disent « eh ben nous, les chômeurs de longue durée seront obligés de se mettre une puce dans le cerveau, sinon ils ne toucheront plus leurs allocs ». Ça peut paraître fou, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui paraissait fou il y a encore 6 mois. Oui. Et donc, en fait, on n'est pas à l'abri de ce genre de scénario. Tout ça, c'est les scénarios de la dystopie. C'est tout ce qu'on essaye d'éviter précisément. Effondrement, dystopie, c'est tout ce qu'on combat. Donc, les scénarios un peu néo-humanistes, les scénarios extrêmement régressistes, comme la fin de la diversité et de l'inclusion. Il y a un an, ça aurait été de la science-fiction aux États-Unis. Oui. Aujourd'hui, c'est une réalité. On n'est pas à l'abri de toutes ces choses-là, et donc ça, il faut aussi s'y préparer. Donc en France, on a certaines manières de s'y préparer en mettant certaines lois dans la Constitution, par exemple, pour ne pas faire marche arrière ou difficilement. Tout un tas de sujets comme ça. Troisième scénario, c'est le néo-humanisme. Le néo-humanisme, c'est ce scénario qui dit, bon, écoutez, en 2040, on ne sera pas parfait, mais on peut quand même se remettre sur le chemin du progrès. Donc se remettre sur le chemin où on apporte une forme de sécurité physique et psychologique suffisante au plus grand nombre, pas juste à une partie de la population. Ça, c'est ce que j'appelle le scénario du retour au progrès. Et dans ce scénario du retour au progrès, il y en a un sous-scénario qui m'intéresse particulièrement, qui est celui de l'économie quaternaire. Oui. Tu veux nous en parler justement? Alors oui, rapidement, l'économie quaternaire, c'est l'économie pour moi selon laquelle, dans tous les scénarios qu'on a envisagés, c'est le seul scénario qui permet en fait une évolution positive de notre société. Et donc, aujourd'hui, on a 3 secteurs d'activité qui sont formalisés, primaire, secondaire, tertiaire, l'agriculture, l'industrie, les services. Depuis les années 70, il y a beaucoup de chercheurs, d'économistes qui se disent « mais si on trace la courbe, à un moment donné, la technologie, elle sera capable de prendre même les métiers du tertiaire ». En France, aujourd'hui, 80% de la population active travaille dans le secteur tertiaire, un secteur qui n'existait pas de manière formalisée en 1950. Oui. Et donc, si l'intelligence artificielle est capable demain de remplacer des services clients, tout un tas de choses, on ne dit pas qu'elle va remplacer tout le monde. Mais une question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il y aura assez d'emplois pour tout le monde? Et on sait très bien que quand le chômage dépasse 10%, ça devient assez compliqué pour une économie de maintenir sa consommation. Donc la vraie question, c'est de se dire, en fait, en 2040, ça voudra dire quoi travailler?
est-ce qu'on n'a pas une manière de repenser le travail? Et depuis les années 70, il y a un secteur qui s'appelle le secteur quaternaire qui est théorisé, qui n'est pas encore formalisé, qui est le secteur de la contribution sociétale. La théorie, c'est de dire à partir du moment où la technologie sera capable de prendre les activités dites productives, l'agriculture, l'industrie, les services de manière générale, l'humain, en fait, aura énormément de valeur dans tout ce qui touche au bien commun. La santé, la solidarité, l'éducation, la sécurité, l'écologie. Tout ce qui ne rapporte pas d'argent, mais qui, si on ne le fait pas, ne permet pas de faire société. Et donc, en fait, la croyance que je porte et le combat que je mène, c'est l'émergence de l'économie quaternaire. Et donc, en 2040, si on veut que l'économie quaternaire émerge, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ça se mette en place? C'est le combat que je mène, c'est je me dis, on a 15 ans pour faire émerger ça. Peut-être moins, peut-être plus, mais si c'est plus, c'est pas beaucoup plus. Oui, il y a un peu urgence. Je pense qu'il y a urgence de se poser les bonnes questions pour le futur. Oui. Donc on a vu l'effondrement, on a vu la dystopie, le néo-humanisme. Quelles sont les deux autres pistes qui devraient être plus positives? Alors c'est pas forcément plus positif, c'est différente. C'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est possible, mais toute une famille de scénarios dans lesquels je ne crois pas, qui sont les scénarios de décroissance consciente. C'est-à-dire que dans nos scénarios, par exemple, d'effondrement, on a plein de scénarios de décroissance subie. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, au bout d'un moment, tout ça s'arrête et pouf. Le scénario de décroissance consciente, c'est différent. C'est tous les pays du monde qui se mettent d'accord et qui disent « bon, ok, on arrête le PIB et tous ensemble, en fait, on va faire de la décroissance pour s'assurer qu'on re-rentre dans les limites planétaires ». C'est un scénario génial. En revanche, je ne crois pas que c'est ce qui arrive à horizon 15 ans. Et donc, on a quand même pris la peine de bien détailler ces scénarios-là et ce qu'il faudrait pour que ces scénarios puissent advenir. Et aujourd'hui, en termes de probabilité, il faudrait quand même un alignement des planètes qu'on retrouve une fois dans l'âge de l'univers. Et la dernière famille, c'est un peu tous les impondérables, tous les scénarios qu'on n'aurait pas pu imaginer de manière logique. Et donc, c'est des scénarios un peu plus inattendus. Donc, on appelle les scénarios de transcendance. Donc, imaginons demain qu'on découvre que la vie extraterrestre est réelle, la vie intelligente extraterrestre. Est-ce que ça ne change pas notre manière de faire société? Est-ce que ça ne change pas notre rapport au monde et à nous-mêmes? Imaginons que demain, on arrive à démontrer que nous ne sommes qu'une version de l'univers et qu'il existe des mondes parallèles à l'infini, comme en fait la physique quantique le théorise depuis très longtemps. Si demain on arrive à le démontrer, voire qu'on arrive à se connecter à ces univers-là, est-ce que ça ne change pas qui on est en tant qu'être humain? Te dire qu'il y a une infinité de versions de toi en ce moment qui sont peut-être en train de faire plein d'autres choses. Peut-être. Eh ben, moi j'ai la conviction que ça change potentiellement ce qu'on est en tant que société. Oui. Et donc c'est un scénario civilisationnel. Ce n'est pas du tout ce qu'on estime les plus probables, mais quand on commence à s'ouvrir à toutes ces choses qui ont l'air totalement improbables, l'effondrement ou la dystopie ont l'air tout à fait d'un coup plus probables. Et en même temps, ça permet d'ouvrir le champ sur cette réflexion de tout ce qui pourrait être et qui, aujourd'hui, on a du mal à conceptualiser, à imaginer comme réel, mais qui apporte aussi, du coup, d'autres points de vue ou d'autres idées sur le comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'histoire est faite de gens, de grands scientifiques, de grands politiciens, de grands penseurs qui ont dit on ne pourra jamais faire ci ou ça. La Terre est plate, la Terre est au centre de l'univers. Toutes ces choses-là, en fait. Pendant très très longtemps, on a vécu dans des dogmes. Et là, aujourd'hui, on vit encore dans tout un tas de dogmes. Moi, je suis physicien de formation. Et dans mes études de physique, on m'a expliqué, dur comme fer, qu'il n'y avait que 4 états de la matière. Solide, aqueux, liquide, plasma. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il existe une dizaine d'états de la matière différents au minimum et que certains états de la matière ne nous sont même pas accessibles en tant qu'être humain parce qu'on ne peut pas percevoir toutes les dimensions et les fréquences dans lesquelles ces états de la matière évoluent. Aujourd'hui, on le sait. Pourtant, dans mes études, on m'a dit c'est comme ça et c'est de la science. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qu'on redécouvre sur ce qu'on appelle vraiment la science, autrement dit la vérité de notre époque, démontrable par les outils de notre époque. Et je pense que la vraie démarche scientifique, c'est la recherche. C'est pas la recherche d'une vérité statique, c'est la recherche d'un processus qui nous permet de toujours aller plus loin. Et qui évolue constamment. Et qui évolue constamment. Et donc, on est en train de découvrir tout un tas de choses grâce à toutes les technologies qu'on développe notamment, et avec des états d'esprit qui s'ouvrent. On est en train de découvrir tout un tas de choses qu'on n'attendait pas de notre monde et de notre univers.
Et je pense que petit à petit, ça va complètement changer notre rapport à qui on est nous-mêmes. Quel conseil, toi, tu donnerais à des dirigeants d'entreprise qui se questionnent sur leur futur en tant que dirigeant pour mieux se préparer, s'outiller justement à ces 15 prochaines années? Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est l'augmentation de la quantité d'incertitudes qu'on va vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va accumuler les crises, comme celle du Covid qu'on a pu connaître. On va en vivre de plus en plus, ça on le sait. Les instabilités augmentent parce que c'est le type de cycle dans lequel on est entré. Et ça veut dire en fait qu'un dirigeant ne peut plus prévoir son activité à 5 ou 10 ans. Il peut avoir une vision, il peut se dire voilà quel type d'acteur je veux construire, mais il va devoir être extrêmement malin sur sa capacité à prendre des routes sinueuses pour y arriver. Parce qu'il va décider qu'il va à droite, le marché va se fermer, il va devoir aller à gauche, et ainsi de suite. Et donc le seul conseil que je peux donner aux dirigeants, c'est de s'ouvrir en permanence et d'essayer de développer cette capacité à écouter et sentir le marché. Parce que même si ça vous donne 1 mois d'avance, 2 mois d'avance par rapport aux autres acteurs du marché, de nos jours, c'est énorme. C'est d'avoir cette capacité à repérer les signaux faibles et à pouvoir s'y adapter du coup, et à être capable de prendre des décisions aussi rapidement pour pouvoir s'adapter. C'est ça. C'est créer, le plus possible, et c'est très compliqué, moi, je le vois dans les entreprises que j'ai créées, c'est créer des structures que l'on peut modifier facilement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager, ça veut dire en fait qu'il faut essayer le plus possible de se donner de la flexibilité, de se créer des problèmes de riches. Donc beaucoup de boîtes qui ont survécu au Covid et qui ont encore survécu maintenant sont des boîtes en fait qui avaient déjà une forme de sécurité, c'est-à-dire qui ne vivaient pas au jour le jour, et deuxièmement, des boîtes qui étaient capables de faire preuve de créativité pour se réadapter très vite à des nouvelles conditions de marché. Des boîtes qui d'un coup sont passées au distanciel dans leurs offres. Par exemple, les acteurs de l'événementiel, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont su traduire l'événementiel sur le plan digital. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont en train d'arriver aujourd'hui. La réalité virtuelle va bouleverser énormément de choses dans notre rapport au monde physique. Les crises qu'on est en train de subir sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan démographique vont aussi peser énormément. Il y a tout un tas d'hypothèses en fait, qu'on comprend déjà. Et ça, un dirigeant peut s'équiper avec ça déjà. Toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer dans tes différentes activités et d'en être là où tu en es aujourd'hui? Bon, sans aucun doute, la veille et les rencontres. Et souvent les deux vont ensemble. C'est ce côté ouverture en fait. En tant que dirigeant, c'est extrêmement important d'être focus sur son activité, concentré et présent pour ses équipes. Mais c'est important de dédier 10 à 15% de son temps à faire autre chose que son activité. Parce que sans ça, on loupe l'éléphant au milieu du salon. Et aujourd'hui, tu as d'autres projets. Tu as un projet associatif. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, par exemple, quand je dis ce 10%, là, c'est un peu ce que je développe à côté. Donc là, Tomorrow Theory existe depuis 3 ans et donc on était dans la phase de lancement, de consolidation, enfin de développement et de consolidation. Aujourd'hui, la structure tourne bien et globalement, on est un peu plus sur des rails. Et donc pour moi, c'est le moment de réouvrir les écoutilles. Et les Émergences, qui est l'association citoyenne que je viens de créer, elle a pour but d'essayer d'avoir un impact de manière différente en m'ouvrant au sujet de manière différente. Quand on a une entreprise et qu'on travaille pour des entreprises, on adopte très vite une approche en fait, qui est une approche économique. C'est-à-dire, on vend ce qui s'achète. C'est aussi bête que ça. Et pour autant, je suis convaincu que ce qu'on va acheter demain n'est pas encore un produit à vendre aujourd'hui. Oui. Et donc, j'ai besoin de comprendre le marché. Ce n'est pas pour ça que je fais les Émergences, mais je sais que c'est aussi pour ça que ça va servir à Tomorrow Theory. Je fais les Émergences parce que j'arrive à un stade où je pense en fait qu'il y a un besoin d'engagement citoyen. Tous les jours, je croise des gens qui me disent « Alors j'aimerais faire des choses, j'aimerais m'engager, mais sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a rien qui dépend de moi, j'ai aucun impact. » Et je ne suis pas d'accord, quand on se met ensemble, quand on se met à suffisamment de personnes ensemble et qu'on commence à porter des voix, mener des projets, éduquer autour de nous aussi, je pense qu'il y a un vrai changement. 2027 arrive, on va avoir tout un tas de discours démagogiques de tous les côtés. Et je pense en fait qu'un peu d'éducation citoyenne sur voilà le type de soupe qu'on vous vend, voilà ce qui est possible, voilà ce qui peut nous attendre.
et voilà en fait un projet de société pour lequel vous devriez vous battre et qu'aucun de vos candidats ne défend, je pense en fait que ça peut avoir un impact positif. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a les élus qu'on mérite, et je pense en fait qu'il est temps que la France puisse retrouver des élus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons élus, je dis simplement que ce qui nous attend pour 2027 n'est pas forcément très réjouissant aujourd'hui quand on regarde le paysage, et qu'il est peut-être important qu'on donne des messages d'espoir. Aucun candidat ne porte un projet de société aujourd'hui qui soit complet, positif, documenté, argumenté. Et donc on est sur des mesurettes, on est beaucoup sur du contre. On est contre ci, on est contre ça. On ne peut pas créer une société sur du contre. Si on veut créer une société et faire société, il faut se battre collectivement pour quelque chose. Des envies de politique, Jérémy ? Je dirais pas ça pour l'instant. Aujourd'hui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire émerger cette association, de voir comment ça résonne et surtout, en fait, de démontrer, là c'est mon enjeu sur les 3 prochaines années, c'est de démontrer que quand on s'y met suffisamment, on peut avoir un impact. On a des projets de recherche-action qui arrivent, des formations citoyennes et surtout une vraie volonté de rénover le débat citoyen. Et justement, recherche-action, est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Oui, alors ça pour moi c'est un projet important parce que souvent quand on fonde des mouvements et notamment des mouvements citoyens, très vite on se retrouve, on parle, on fait des groupes de parole et à la fin de la journée on a parlé. Aujourd'hui il y a tout un tas d'acteurs qui font des choses et ces acteurs sont très peu visibles par les citoyens. Et à côté de ça, les mouvements citoyens n'ont pas toujours l'opportunité de faire des choses. Là, l'objectif, c'est de rassembler les deux. D'une part, on va lancer une énorme cartographie de tous les projets à impact. On a la chance d'avoir un peu cette espèce de carte routière, de se dire, voici un peu les grandes directions à prendre pour aller vers l'économie quaternaire. Et donc, on va être capable d'identifier les projets qui contribuent à cette économie-là. Et nous-mêmes, on va lancer les projets dont on pense qu'ils manquent aujourd'hui. Par exemple, l'économie quaternaire repose sur un concept fort qui est le revenu contributif, qui n'est pas le revenu universel. Dans le revenu contributif, on travaille, mais on travaille pour la société. Et donc, on va aller mener des activités, qu'elles soient associatives ou qu'elles soient sur de l'accompagnement de personnes, peu importe. L'objectif, c'est de se dire, demain, en fait, vous recevrez un revenu digne, même si vous ne travaillez pas en entreprise, en échange d'une contribution à la société. Pour que ça soit une réalité, il faut se dire, OK, mais qu'est-ce qui a de la valeur finalement? C'est quoi les activités qui ont de la valeur et comment je reconnais cette valeur? Et donc ça va être un très gros projet de recherche-action qu'on va mener, qui est la création d'un référentiel de mesure de valeur de la contribution citoyenne. Et donc l'objectif, ça va être de se dire, en fait, on va commencer à définir les règles du nouveau jeu. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est compliqué. Je rappelle quand même qu'on est dans une économie et un pays où on définit le point du cadre en permanence sur tout un tas de conventions collectives, sur tout un tas de branches de machins. On a toute l'infrastructure qu'il faut pour travailler ça. Donc, pour une fois, on peut mettre les économistes sur des sujets qui servent directement le bien commun demain. Et donc, comment ça va se traduire concrètement? C'est-à-dire que ce sujet de recherche-action, quel est le résultat que toi, tu en attends? Donc déjà, dans la structure, en fait, on va avoir 3 niveaux de fonctionnement. Il va y avoir le comité de pilotage, où là, en fait, on va avoir des chercheurs et des économistes qui vont travailler ensemble sur le cœur du projet. Ensuite, on va avoir la coordination citoyenne, où on va avoir des coordinateurs de projets qui vont gérer des groupes de bénévoles. Et ensuite, on va avoir ces bénévoles qui vont être en charge de collecter des données, puis aussi de s'exprimer et de réfléchir sur des sujets précis, parce que le livrable final, c'est un référentiel. C'est comme un espèce de document où on liste les différentes activités citoyennes possibles et la valeur qu'elles représentent. Un petit peu comme si on attribuait des points à chaque activité. Et donc, en fait, pour faire tout ce travail, on ne peut pas juste le faire en chambre avec des chercheurs. Il va falloir impliquer énormément de gens qui vont aller aussi voir des associations, qui vont aller voir les branches professionnelles, qui vont aller voir les syndicats. Et le but, c'est de commencer à créer un espèce de proto-dialogue qui va nous permettre de poser un document. L'ambition, c'est que ce document serve d'ici 2 à 3 ans à créer les premières assises de la contribution citoyenne, dans lesquelles, en fait, on se dirait, écoutez, c'est un document perfectible, et si on bossait dessus? Mais il aura le mérite déjà d'exister. Il aura le mérite d'exister et de lancer une dynamique. Oui. Si on veut sortir du PIB, il faut commencer à mesurer autre chose. Et donc là, pour moi, ce genre de logique s'inscrit complètement dans les logiques de double ou triple comptabilité qu'on commence à voir émerger par beaucoup de personnes qui veulent en fait qu'on arrête de mesurer que la valeur financière.
Avec Recherche Action, tu travailles aussi sur l'ingénierie pédagogique Oui. et sur la définition de la compétence. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors merci de l'aborder parce que là, quand on se projette en fait à 15 ans, et même sans se projeter dans 15 ans, un enjeu clé pour la société, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est d'apprendre à apprendre au quotidien, apprendre tout au long de la vie. C'est la promesse qu'on nous fait en France depuis plus de 10 ans. Donc avec le compte personnel d'activité, le compte personnel de formation, apprendre tout au long de la vie. Et en fait, apprendre tout au long de la vie, c'est pas simplement se payer une formation avec son CPF. Apprendre, c'est tout un tas de choses différentes. Et apprendre, c'est pas simplement mettre des connaissances dans sa tête. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas une case dans le cerveau qui s'appelle marketing et pouf, qui est la compétence marketing. En vrai, quelle que soit la compétence qu'on utilise, c'est tout un tas de ressources différentes qu'on vient mobiliser à un moment donné pour faire ce qu'on a à faire. Et donc moi, c'est mon sujet cœur, c'est là-dessus que j'ai fait mon doctorat, c'est là-dessus que j'ai fait mes recherches depuis plus de 10 ans, sur le sujet de la compétence. Et j'aime définir la compétence comme l'ensemble des comportements qu'on produit en vue d'un résultat à atteindre. Voilà. Ça n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que pour produire un comportement, il n'y a pas que des connaissances. Un truc tout bête, mais un comportement ne se produit que parce que le corps le produit. Que ce soit un regard avec les yeux, que ce soit les muscles du visage, les mains. Et donc, ça veut dire en fait qu'une compétence, ça ne se passe pas dans la tête. Ça se matérialise par le corps. Et donc, ça veut dire que dans une compétence, il y a déjà une dimension qu'on appelle la sensorimotion, qui va être notre capacité à utiliser notre corps aussi bien pour recevoir que pour envoyer de l'information ailleurs. Ensuite, notre corps, il est fait de tout un tas de cellules qui interagissent entre elles en permanence. Et par exemple, je vais te rencontrer, tu vas m'impressionner, je vais rougir. Même si je suis compétent à faire mon discours ou quoi que ce soit, parfois je vais être paralysé par le trac ou quoi. Ce sont les émotions qui viennent me parler. Les émotions, ça va être vraiment une réponse biologique. Et donc, il faut être capable de gérer cette réponse biologique. Donc, dans la compétence, on a aussi l'émotion. Sensorimotion, émotion. On va avoir bien sûr les connaissances qui comptent. En fait, il faut savoir des choses. Si on ne sait rien, on ne sait rien faire. Et l'autre, c'est la cognition. Oui. Donc, notre capacité à apprendre et à réfléchir, à processer l'information. Et un cinquième qui est ce qu'on appelle la conation. Alors la conation, c'est le grand déni français. La conation, c'est la personnalité, les moteurs de motivation, les valeurs. C'est tout ce qui fait que je suis moi. C'est tout ce qui fait que je vois le monde de cette manière-là. C'est tout ce qui fait que deux personnes extrêmement bien câblées vont prendre une information et l'une va dire que c'est inacceptable, l'autre va dire que c'est génial. Parce que leurs valeurs leur parlent de choses différentes. C'est les lunettes avec lesquelles on interprète le monde en permanence. Ça rentre en compte dans les compétences, en gestion des conflits, en ce qu'on veut. Notre personnalité, nos valeurs vont rentrer en compte. Et donc, en fait, une compétence, quelle qu'elle soit, ça va toujours être une combinaison de ces 5 grandes familles d'ingrédients dans certaines proportions. Parfois, il y en a plus de l'un ou de l'autre. Et donc, ça nous a permis de faire tomber la différence entre hard skills, soft skills, tous ces trucs qui datent en fait de maintenant 50 ans et en fait qui sont simplement pratiques mentalement parce qu'on a 2 catégories, mais qui ne démontrent pas du tout ce qu'est une compétence. Et quand on commence à raisonner comme ça, se dire tiens, telle compétence, elle a plus de ça, moins de ça, on sait c'est logique que se dire que pour la former, il faut plus former ça que ça. Et par exemple, développer des connaissances chez quelqu'un ou développer sa capacité à gérer ses émotions, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Tout comme la capacité à gérer son corps. Donc le projet de recherche-action sur lequel on travaille depuis un moment maintenant et avec lequel on travaille aujourd'hui avec Bouygues, Decathlon, Crédit Mutuel, c'est le projet Athéna. Et c'est un projet qui nous permet en fait de décomposer n'importe quelle compétence dans le monde dans ces différents ingrédients. Et là, j'ai parlé de 5 familles, mais il y a tout un tas de petits sous-facteurs. Donc, quelle que soit la compétence, on a un outil qui permet de la décomposer dans 60 sous-facteurs différents. Et ensuite, d'identifier quels sont les sous-facteurs les plus importants pour cette compétence au niveau où elle doit être utilisée. Et à partir de là, et c'est là en fait qu'on fait le lien avec l'ingénierie pédagogique, on identifie les outils pédagogiques, les méthodes pédagogiques les plus appropriées pour développer ce qui compte le plus dans cette compétence. Notre ambition avec ce projet-là, et donc c'est ce qu'on va commencer à démontrer à partir de la rentrée 2025, c'est qu'avec cette approche, on peut développer la compétence plus vite, beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus chirurgical. Exactement. C'est en fait le but, c'est de rendre la compréhension de la compétence beaucoup plus scientifique, alors qu'aujourd'hui, la compétence, c'est juste du langage et on y met ce qu'on veut derrière. En quelques mots, Jérémy, c'est quoi pour toi le future of work ? Le futur du travail, pour moi, il faut que ce soit le futur de la contribution à la société. On développe aujourd'hui toutes les technologies qui vont permettre en fait, de prendre ce que veut dire travailler aujourd'hui.
Il y a 200 ans, travailler, ça voulait dire labourer un champ. Aujourd'hui, travailler, principalement, c'est être dans l'économie des services. Pour moi, le futur du travail, c'est le futur dans lequel on contribue au bien commun. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Julienne. Merci à vous qui nous avez suivis et on se retrouve prochainement pour un prochain Future of Work.